voitures de légende en collaboration avec les montres Eberhard et sa Tribute to Chronograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende pour entamer l'année du bon pied. Nous sommes à Bruxelles dans l'expo consacrée au 70e anniversaire, comme on dit ici, au 70e anniversaire de Jackie Hicks et Eddy Merckx. Une expo qu'on vous recommande et qu'on vous rappellera les coordonnées d'ailleurs de cet très bel endroit à la fin de l'émission. La saison, évidemment, c'est le Paris-Dakar. Hein. Nous sommes en plein mois de janvier. C'est effectivement, historiquement, hein, la période du Paris-Dakar, même s'il a lieu en Amérique du Sud de nos jours. Jackie, évidemment, a gagné le Paris-Dakar, on s'en souvient. C'était en 1983 avec une Mercedes. Mais l'année suivante, il est parvenu à convaincre Porsche d'emmener une 911 à 4 roues motrices sur les pistes africaines. Alors nous, on ne va pas aller sur les pistes africaines, mais on va faire un best-of, en quelque sorte, les meilleurs moments de la saison écoulée dans Voiture de légende. C'est parti. Une 60e édition, cela se fête. Pour cette occasion, le rallye Neige et Glace avait donc pris son envol depuis Sochaux. Une 60e édition dont le niveau sportif sera particulièrement relevé, avec 223 arrivées du secteur de régularité, il n'y en avait qu'une centaine l'an passé, une étape de nuit, des plaques de verglas pour cette première étape, beaucoup de neige sur les 3 étapes suivantes, donc toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait une édition du plus haut niveau au niveau sportif. Une journée de vérification administrative et technique avant le grand départ, en début de soirée, pour les 3 premiers tests de régularité de nuit, renouant ainsi avec la grande tradition du plus sportif des rallyes hivernaux. C'est près de 150 km le long de la frontière suisse, en direction de Monterlier et de Malbuisson. Le QG habituel du rallye allait être atteint en début de nuit par les équipages. Le musée de l'aventure Peugeot était en haut lieu de l'histoire de l'automobile, avec pas moins de 120 modèles exposés, qui étaient à cette occasion partenaires d'ailleurs de ce 60e rallye Neige et Glace. Les organisateurs avaient pu bénéficier d'une infrastructure extraordinaire pour effectuer les contrôles techniques et administratifs. Avec pas moins de 110 voitures au départ, cette édition 2014 est celle de tous les records au niveau des engagements. Une affluence qui confirme l'incroyable popularité de l'épreuve. On dénombre pas moins de 8 nationalités différentes, soulignant également l'internationalisation grandissante du rallye Neige et Glace. Du verglas et du brouillard, la première étape de ce rallye Neige et Glace, parcourue de nuit et en 3 RT entre Sochaux et Malbuisson, était bien plus qu'une mise en jambe. Tout se passait sur les hauteurs du Doubs. Le brouillard est venu rajouter son degré de difficulté à des routes, souvent roulantes, mais rendues piégeuses par des plaques de verglas toujours très mal placées. Quant à la suite, avec les chutes de neige, les 3 jours de course promettaient un enneigement idéal pour vivre une édition mémorable. Tracée en boucle autour du lac de Saint-Point, la 4e et dernière étape du 60e rallye Neige et Glace s'annonçait haute en suspense. Pas de doute, avec des écarts infimes séparant les premiers équipages au classement général, avec 6 derniers tests de régularité à accomplir sur la neige et la glace, il y allait encore y avoir du sport. Au bout de près de 1000 km parcourus en l'espace de 4 jours, il aura fallu attendre les 4 derniers kilomètres de l'ultime RT de cette édition 2014 pour voir la victoire basculer. Ouvrant la route dans d'importantes chutes de neige, Yves de Flandre et Eddy Gully se firent surprendre, perdant en l'espace de quelques kilomètres tout le bénéfice d'une course parfaite. Ils offraient à Jean-Pierre Van de Hoever et Julien Pes une victoire inespérée. De toute façon, il faut toujours y croire. Mais je félicite Julien parce que c'est son premier rallye neige et glace. Et d'habitude, je dis toujours les copilotes, c'est le plus important. Ici, c'était vraiment une équipe parce qu'on a eu tout. On a eu beaucoup de régules, on a eu des difficultés.
Et il fallait gérer tout ça et il a été extraordinaire. Il est phénoménal. Il faut reconnaître que Jean-Pierre est un grand pilote. Voilà, nous on essaye de le suivre, mais sur les spéciales vraiment techniques, je pense qu'il est imbattable. La victoire en classe 3 revenait à la Porsche 356 pré A de Michel Clojean et Robert Rorive. Avec pas moins de 11 victoires belges en autant d'éditions en régularité, le rallye Neige et Glace confirme chaque année un peu plus l'emprise des Belges venus du Nord sur cette discipline très particulière. Il suffit d'examiner le palmarès de cette édition 2014 pour se rendre compte que le podium final est monopolisé par les 4 derniers lauréats de l'épreuve. Comme d'habitude, rallye très bien organisé. Être aux côtés d'Henri, c'est un plaisir absolu, quel que soit le résultat. Je lui ai déjà dit que s'il souhaitait qu'on reparte ensemble, j'étais disponible et heureux de le faire. C'est exceptionnel parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment un vrai coéquipier professionnel. Je me rends compte que si je l'avais eu au Dakar, j'aurais eu des résultats tout autres. Et là, sur la totalité de l'épreuve, qui était quand même compliquée, sur le plan de la navigation, du recalage des tripes, il n'a pas commis une seule erreur, ce qui est tout à fait extraordinaire et exceptionnel. Une fois de plus, Agadir accueille le 5e rallye du Maroc historique dans la décontraction et la bonne humeur. La température est agréable sur ce rallye du Maroc et c'est simple, le paddock n'a rien à envier au rassemblement des plus grands événements sportifs dans le rallye historique. Il suffisait d'arpenter les allées du paddock pour percevoir la grande variété du plateau des engagés. Bien sûr, les Porsche 911 sont nombreuses et bien souvent, elles semblent bien affûtées. Les Porsche des différentes équipes auront vraiment fort à faire avec la nouvelle coqueluche du moment, la Ford Escort RS. On en compte une quinzaine sur la ligne de départ et il nous tarde d'entendre le moteur Ford hurler dans la montagne. C'est Christophe Vaison et sa Lancia, le vainqueur 2013, qui est appelé à prendre le départ, suivi par la Porsche de Devezza. Gilles Panisi est au volant du coupé Peugeot 504. En droite, un fond long. Au terme de cette fabuleuse semaine de course, les 3 premiers étaient dans un mouchoir de poche et seulement séparés de 85 secondes. La 3e marche du podium revenait aux Belges Grégoire de Mévius et Alain Guéhenec au volant de la Nissan 240 RS. La 2e place était occupée par Philippe Gache avec comme copilote Nicolas Rivière sur leur Mazda RX-7. On fait le même moteur. Non. Salaud. En même temps. La victoire finale revenait et était attribuée à l'équipe mixte Jean-François Berenguer et Aline Berenguer sur une redoutable Ford Escort RS MK2. Ce qu'on vous propose, eh bien, c'est de vous mettre à la place d'un concurrent amateur qui souhaite préparer un rallye de ce genre. Comment s'y prend-on? Ici, nous sommes dans un atelier d'époque. Eh bien, voyez plutôt comment on fait aujourd'hui.
nous allons essayer de vous donner quelques conseils ou astuces pour tester votre voiture dans un rallye régional en vue d'une épreuve plus importante. Il sera nécessaire de bien préparer votre voiture chez un préparateur. Nous partons donc exceptionnellement vers un lieu de vacances afin de réaliser ce test. Les plaquettes de frein ainsi que les pneus seront contrôlés par sécurité et remplacés si nécessaire. Avant de partir, la première chose à faire est de regarder les différents niveaux d'huile. C'est aussi préserver votre moteur par une bonne vidange en utilisant une huile de qualité. Maintenant, on va rajouter l'huile de compétition. C'est une huile spécifique pour les moteurs de compète. Donc c'est une huile anti-friction qui donne moins de frottement dans les moteurs. Donc le moteur et les boîtes de vitesse, c'est le même huile. Donc on utilise le même huile moteur aussi pour lubrifier la boîte de vitesse. On peut aussi utiliser un 10W60 par exemple. Maintenant on rajoute l'additif Maxi Compression qui va rétablir les joints du moteur. C'est aussi un additif qui va stabiliser l'huile en chaud. Normalement il y a 5 litres d'huile, mais on va encore mettre 2 litres maintenant, comme ça on est sur 4. Là on va démarrer le moteur, que tout se mélange bien. Et on regarde le niveau et on rajoute jusqu'à point. Dans les voitures anciennes, les soupapes ne sont pas adaptés pour une essence sans plomb. Donc il faut rajouter un additif en place de plomb. C'est très important parce que ça lubrifie les soupapes du moteur, sinon ils vont brûler. Une fois inscrit, vous serez convoqué par l'organisateur pour le contrôle technique et contrôle des documents, souvent le matin même du rallye. Il faut calibrer son Trickmaster, car l'organisateur a peut-être utilisé un modèle qui tire un peu long ou un peu court. D'habitude, l'organisateur mentionne un secteur de route à parcourir. D'habitude, on commence par le contrôle des documents, où l'on doit montrer les papiers du véhicule, permis de conduire et carte d'identité. On y reçoit une enveloppe contenant l'horaire des départs. Il vous restera à donner un dernier petit coup de nettoyage sur la carrosserie, pare-brise et jantes, photo oblige. C'est un produit pour nettoyer le carreau. Tu mets là-dessus, fais agir quelques minutes. Pour les jantes, on a un produit qui n'est pas agressif, donc il n'y a pas d'acide là-dedans. Fait réagir quelques minutes. Et ou avec chiffon ou avec de l'eau. Et les jantes sont neuves. On a des additifs, des traitements. C'est pour protéger le moteur au niveau d'injection et au niveau de carburation. En plus, dans les pays où l'essence est très pauvre au niveau d'octane, on a aussi les octane boosters qui s'utilisent beaucoup en compète. Environ 15 minutes avant le start, on place la voiture dans la file ordonnée par numéro sur l'immense parking d'un centre commercial, la Bellena. On laisse le moteur monter en température et on vérifie les derniers points. Tripmaster allumé, ceinture bien attachée et c'est parti sous le regard des organisateurs et des partenaires du Classica Venezuela. Le point de départ du rallye comptant pour le championnat des Canaries est situé dans le nord-est de l'île, est occupé par Las Palmas de Gran Canaria, plus grande ville et plus grand port des Canaries. L'épreuve se déroule en 2 jours et fera un parcours de plus de 260 km dans le centre de l'île, dont 73% de régularité. Le rallye prendra la direction du sud de l'île pour les différentes RT via la côte orientale par une autoroute et des petites routes sinueuses de montagne qui se situent en direction de San Bartolomé et Tirajana et autour de l'aéroport de Gran Canaria. Au
terme des 2 jours de rallye, l'épreuve de Gran Canaria est remportée par l'équipe Roberto Garcia et Tania Garcia sur leur petit Honda Civic 1,2 litre de 1978. La Saab 99 de Nicolas Sanchez et l'Alfa Romeo GTV de Manuel Hernandez complètent le podium. C'est cela le rallye de régularité. Il n'est pas toujours nécessaire de piloter une voiture puissante pour gagner une épreuve. « 90 voitures, plus de 180 princesses, des invalides à Saint-Tropez, 1700 km de pur bonheur et d'évasion sur les plus belles routes de France. C'est la 15e édition du Rallye des Princesses, réservée aux seules pilotes féminines et très bien organisée par Viviane Zaniroli. Marcel, on a déjà fait une fois, mais moi, c'est vrai qu'on apprend à travers de ces rallyes plein de choses. Déjà sur la compétition, on va sûrement s'améliorer, mais on va découvrir énormément de choses sur soi-même, sur nous deux, sur d'autres participantes, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de rencontres. C'est des filles superbes, l'atmosphère est très bonne, donc je pense que tous les soirs, dans les hôtels sympas, on va s'amuser, on va échanger, et ça peut être que bénéfique, que du bonheur. Dès le dimanche matin, toutes s'élanceront à la conquête du Sud et de Saint-Tropez pour 5 étapes de pur bonheur. Tout ce que je leur souhaite, c'est beaucoup de bonheur, qu'elles prennent autant de bonheur que moi j'ai à l'organiser, qu'elles à y participer. Et voilà, qu'elles take fun, qu'elles s'amusent, et c'est leur semaine à elles, qu'elles en profitent à fond. Des étapes certes, mais surtout des paysages à couper le souffle, notamment au cœur de la Champagne, avant de plonger vers les grottes de Foulon à Châteaudun et Saint-Aignan, avec en prime un détour par l'Eure-et-Loire, puis Cher en direction des Jardins de Beauval. Pour toutes, le vrai bonheur de ce rallye des Princesses 2015 était d'avoir pu, le temps d'une épreuve, partager entre copines une expérience totalement hors du commun. Et c'est à ce titre que d'un coup de baguette magique, elles se transformèrent toutes en princesses sur la route vers Saint-Tropez, mais sans les gendarmes. Le domaine de Chantilly est mondialement connu. Son château du XVIe siècle, les parcs et jardins à la française dessinés par le nôtre, les écuries, l'hippodrome et depuis cette année, le très prestigieux concours Art et Élégance organisé par les équipes de Peter Otto. Deux années de travail ont été nécessaires à Patrick Peter pour mettre sur pied ce prestigieux rendez-vous à la campagne où art, élégance, tradition, prestige et bien entendu automobile ne font plus qu'un. Bien, on va faire revivre la grande tradition des concours d'élégance telle qu'elle existait autrefois en France. Et il va donc y avoir une centaine de voitures divisées en 10 classes différentes, 10 catégories différentes qui vont être jugées. Ces voitures vont être installées sur les parterres le nôtre. Et puis à côté de ça, on va avoir 10 concept cars, dont 3 révélations mondiales qui vont être présentées, et là présentées comme ça l'était il y a 50 ans, en association avec un modèle et un couturier. Passionné d'automobile et de design, l'horloger Richard Mille n'est pas devenu partenaire principal du concours par hasard. Il est évident qu'aujourd'hui, cette prise de risque, elle est beaucoup plus... elle est moindre parce que des données commerciales, des données administratives, des données d'efficacité, les études en soufflerie, etc., font que les voitures ont beaucoup plus tendance à se ressembler. Mais je pense que le fait de voir ici des styles tellement différents, des mécaniques tellement différentes, des couleurs tellement différentes, des bruits différents,
doit pouvoir aussi nous permettre d'aller de l'avant et de se rendre compte que la prise de risque esthétique, technique, etc., et je dirais, est plus que jamais d'actualité. Chantilly, c'était également l'occasion de fêter un centenaire, celui d'une marque italienne de voitures de sport qui, depuis quelques années, connaît un succès et un renouveau digne des efforts consentis pour ramener cette marque au plus haut niveau. Maserati a mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement cet anniversaire. Toute l'histoire de la marque, au Trident, était réunie sur les pelouses du château pour une jolie balade dans le passé, mais également dans l'avenir. Place au concours d'État à présent. 10 catégories sont jugées. Les ancêtres, construits avant 1904, les voitures de sport et de course de l'entre-deux-guerres, les grandes carrosseries françaises des années 20 et 30, les châssis britanniques à carrosserie italienne, les concept cars des années 60 et 70, les automobiles en état d'origine, les voitures d'endurance à moteur central d'avant 1976, les Bugatti, les grandes carrosseries Maserati et les Maserati de course. Un menu alléchant que les membres du jury vont devoir disséquer dans leurs moindres détails. Les jurés sont de tous horizons, bien entendu. La plupart a une connaissance pointue de l'automobile, mais certains viennent de milieux culturels et artistiques plus éloignés de la voiture. Pour élire leurs favorites, ils ont bien sûr certains critères de jugement très précis. Alors il y a plusieurs critères, l'authenticité, la conservation, est-ce qu'elle a gardé sa carrosserie d'origine? Donc à chaque fois on pose la question, avez-vous refait la carrosserie? Est-ce que c'est bien? Si elle est refaite, est-ce que c'est parfait? Quel est un palmarès? L'état de marche? Donc ça c'est un peu le petit détail, de dire bon, elle est parfaite, mais est-ce qu'elle est parfaite à rouler? Parce que c'est pas seulement une sculpture, il faut que ce soit une automobile, il faut qu'elle fonctionne. Et ici à Chantilly, c'est la première fois que ça se produit, c'est un lieu extraordinaire et ils se sont attachés à avoir le maximum d'authenticité des voitures. À la limite, peu importe s'il y a des pets de peinture, s'il y a des choses qui ne sont pas shiny, comme diraient les Américains, mais il faut que la voiture soit vraiment authentique au départ. Un débusqueur de trésors et de voitures rares tel Christophe Pound sera certainement plus sensible à certains critères, alors qu'un grand designer tel Gordon Murray, le géniteur historique des McLaren, en privilégiera d'autres. Si vous regardez à la plupart des voitures qu'on pourrait appeler les icônes de l'automobile, la plupart du temps, elles sont des voitures d'un homme, les Bugatti ou bien les voitures de Colin Chapman. C'était une personne qui mettait toute son émotion et tout son savoir-faire dans une voiture. Maintenant, ce n'est plus le cas. En général, ce sont des équipes qui dessinent les voitures. Et du coup, actuellement, les voitures n'ont plus vraiment de caractère comme c'était le cas à l'époque. En parallèle de la compétition contre le chronomètre se dispute le VHRS, une course où la régularité est de mise. À ce petit jeu très tactique, Genio Rossi pointe à la 3e place provisoire. La Lancia de l'Italien est précédée par la Porsche de la famille Baillet. La 911 qui laisse la première marche à la 914 d'Eric et Joa Torrejon. Moins d'1 kilomètre et on se jette dans les gorges de Spelunca pour la première des 4 spéciales qui conduisent les rescapés à l'île Rousse.
Dans la régularité sportive, les voitures, parfois uniques, sont toutes plus belles les unes que les autres. Quant à la dernière spéciale du jour, Notre-Dame de la Serra, elle se dispute avec la montagne à gauche et la mer à droite. Dans la course de régularité, Eugenio Rossi conserve la dernière marche du podium. La Lancia Flavia échoue derrière la Porsche de la famille Torrejon. La 914 précédée au final par la 911 de Christophe et Anne Baillet, les grands vainqueurs. Voilà pour ce best-of, pour ces grands moments de la saison écoulée dans l'émission Voiture de légende qui s'achève. Toujours dans le cadre de cette très belle exposition Merckx X. Le site internet c'est merckx-x.be. Voilà, allez voir. Et si vous êtes de passage dans la capitale de l'Europe, eh bien, ça vaut la peine de se rendre du côté de l'Atomium, au pied du plateau du Heysel, dans les bâtiments du Trade-Mart, où a lieu cette très belle exposition X-Merckx, ici avec le dernier casque de Jackie lors de ses ultimes participations au Paris-Dakar. Mais il y a également tous les vélos d'Eddy Merckx et beaucoup de mémorabilia, beaucoup de matériel audiovisuel aussi qui vont nous replonger dans la nostalgie de ces belles années. Prochain rendez-vous, eh bien, ce sera début février avec la reprise de la saison des épreuves routières classiques, les rallyes hivernaux. Rendez-vous donc première semaine de février sur BTV, sinon sur notre site internet www.voituredelégende.com pour revivre cette émission ou les précédentes. Bonne route, à la prochaine. Voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhardt et sa Tribute to Chronograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.